J'ai été exclu des vacances de luxe que j'avais payées pour que le petit ami de ma sœur puisse y aller à la place. Ils ont exigé, s'il te plaît, arrange ça, lorsqu'ils ont réalisé que j'avais tout annulé, mais la leçon ultime du karma ne faisait que commencer pour eux. C'est moi qui riais. Je suis Manon. J'ai 28 ans. Je suis une femme. Et ma famille s'attendait à ce que je me désiste de vacances de luxe que j'avais payées pour que le nouveau petit ami de ma sœur puisse prendre ma place. Ils m'ont traité comme un compte en banque ambulant, une note de bas de page gênante dans leur histoire familiale. Ils supposaient, comme ils l'avaient toujours fait, que je ravalerais mes sentiments, que je ferais bonne figure et que je serais la plus mature. Ils n'avaient aucune idée que la personne la plus mature en avait finalement assez de se faire toute petite pour les mettre à l'aise. Ils n'avaient aucune idée du genre de karma immédiat et gâcheur de voyage qui les attendait à la seconde où je tournerais le dos pour m'en aller. Ma famille fonctionne selon un ensemble de règles tacites. Une constitution écrite à l'encre invisible que tout le monde est censé suivre. La règle numéro 1, et la plus importante, a toujours été « Camille passe en premier ». Ma jeune sœur, Camille, est le soleil autour duquel notre famille orbite. Mes parents, Philippe et Catherine, sont ces planètes dévouées, et j'ai toujours été traité comme un satellite lointain et fonctionnel, utile pour renvoyer des signaux, mais jamais l'attraction principale. Elle a 25 ans, c'est une artiste indépendante avec un esprit aussi libre que ses finances sont instables. Elle est belle et charmante, capable de tisser une toile de fantaisie qui laisse mes parents totalement enchantés. Moi, en revanche, je suis la responsable. Je suis ingénieur en logiciel, une planificatrice, une épargnante. Ma vie est construite sur la logique et le code, une structure stable sur laquelle ma famille a toujours été heureuse de s'appuyer, mais qu'elle n'a jamais été particulièrement intéressée à explorer. Cette dynamique ne s'est pas construite du jour au lendemain. C'est le résultat de milliers de petites blessures, une vie entière de moments qui ont solidifié mon rôle de personnage d'arrière-plan solidaire et fiable. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. J'avais demandé une chose, un télescope haut de gamme spécifique. J'avais une carte des étoiles sur mon mur et j'économisais mon argent de poche depuis des mois pour y contribuer. Mes parents m'avaient dit qu'ils s'en occuperaient. Le matin de mon anniversaire, il était là, un magnifique télescope dans une énorme boîte. J'étais extatique, mais ma joie fut de courte durée. Plus tard ce jour-là, Camille est tombée de vélo et s'est écorché le genou, ce qui a entraîné un voyage dramatique et rempli de larmes aux urgences. Elle n'avait besoin que d'un pansement à motif de dessin animé. Elle était tellement désemparée que mes parents ont décidé qu'elle avait besoin d'un cadeau spécial pour lui remonter le moral. Ce soir-là, mon père a calmement expliqué que Camille avait toujours été fascinée par la Lune. Il a dit que ce serait un geste familial si j'acceptais de laisser le télescope être un cadeau pour elle à la place. Pour maintenir la paix, m'a-t-on dit. J'avais 10 ans et on m'apprenait déjà que ma joie était négociable et que la tristesse passagère de ma sœur était une urgence absolue. J'ai hoché la tête avec indifférence et j'ai regardé mon cadeau d'anniversaire être déplacé dans sa chambre. Une autre fois, des années plus tard, c'était ma remise de diplôme d'ingénieur. J'étais la première personne de notre famille immédiate à obtenir un diplôme supérieur, qui plus est dans un domaine difficile comme l'ingénierie. J'avais travaillé sans relâche, passant des nuits blanches et sacrifiant ma vie sociale pour obtenir mon diplôme avec les honneurs. Mes parents avaient promis d'organiser une grande fête pour célébrer cela. La semaine précédant la fête, Camille a annoncé qu'elle avait été acceptée dans un atelier de poterie non accrédité de 3 semaines dans une autre région. L'atelier commençait le jour même de ma fête de remise de diplôme prévue. Sans la moindre hésitation, mes parents ont annulé ma célébration. Leur raisonnement ? Ils devaient aider Camille à faire ses bagages et la conduire à l'orientation de l'atelier. « Tu comprends, Manon » avait dit ma mère en me tapotant le bras. C'est une étape énorme pour elle. Une fête n'est qu'une fête, mais là, c'est son avenir. Mes 4 années de dur labeur ont été rejetées comme étant juste une fête. Alors que le dernier passe-temps de ma sœur était traité comme une nomination au prix Nobel, j'ai fini par célébrer avec une pizza et 2 amis dans ma chambre de résidence universitaire. Les 2 poids 2 mesures financiers étaient peut-être les plus agaçants. On attendait de moi que je sois totalement indépendante dès le moment où j'ai commencé mon premier stage. Je payais ma propre voiture, mon propre loyer et mes propres frais de scolarité qui n'étaient pas couverts par des bourses. Pendant ce temps, le loyer de Camille était un poste permanent dans le budget de mes parents. Son assurance automobile, sa facture de téléphone, sa réserve inépuisable de matériel d'art, tout était couvert sans question. Si elle manquait d'argent,
mes parents puisaient dans leurs économies. Si jamais je faisais allusion à une difficulté financière, j'avais droit à une leçon sur la budgétisation et la responsabilité. Ce n'était pas que je voulais leur argent. C'était le principe. Ils célébraient mon indépendance tout en cultivant activement sa dépendance, puis la félicité d'être un esprit libre, tout en m'étiquetant comme rigide et trop sérieuse. Ainsi, lorsque Camille a commencé à sortir avec Maxime il y a 6 mois, il n'était pas surprenant que ma famille ait craqué pour lui instantanément. Il était musicien en herbe, ce qui aux yeux de mes parents était pratiquement la même chose qu'être une rockstar. Il était beau, avait un sourire charmant et était d'accord avec tout ce que disait mon père. Il adorait Camille, et par conséquent, il ne pouvait rien faire de mal. Il ne le voyait pas comme un homme de 26 ans qui travaillait encore à temps partiel dans un café, mais comme le partenaire idéal pour leur fille parfaite. Il a été absorbé dans l'unité familiale avec une rapidité vertigineuse. Soudainement, chaque dîner de famille, chaque projet de week-end devait inclure Maxime. Il était la pièce manquante dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, et sa présence ne servait qu'à souligner encore plus ma place en périphérie. J'étais devenu la 5e roue du carrosse perpétuel dans une famille de 4 personnes. Ce voyage, celui que je planifiais, était censé changer cela. C'était mon grand geste, ma tentative de créer un souvenir si spécial qu'il devrait obligatoirement m'inclure. J'allais payer pour une semaine parfaite, achetant ainsi mon retour dans le cercle familial. Je n'avais simplement pas réalisé qu'il prévoyait déjà d'échanger mon billet contre un nouveau. L'idée du voyage a commencé un mardi après-midi maussade au travail. J'étais au milieu du débogage d'un morceau de code particulièrement désagréable, fixant des lignes de texte jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Mon téléphone a vibré avec une photo de ma mère. C'était un selfie d'elle, de mon père, de Camille et de Maxime, tous rayonnant lors d'une fête foraine d'automne locale. « J'aimerais que tu sois là », disait le message. Une piqûre décontractée à laquelle je m'étais habitué. Ils ne m'avaient pas invité. Je fixais leur visage souriant, un instantané d'une famille heureuse, et j'ai réalisé avec un sursaut que je n'étais pas dedans. J'ai ressenti une douleur familière, un désir non seulement d'être incluse, mais d'être essentielle. Ce soir-là, je me suis perdu dans les sites web de voyage. Je ne cherchais pas seulement des vacances. Je cherchais une opportunité. Je voulais créer une expérience si unique et si merveilleuse qu'il leur serait impossible de me mettre sur la touche. Je voulais construire un souvenir dont je serais l'architecte. C'est là que je l'ai trouvé. Le chalet des Cimes. Ce n'était pas juste un chalet. C'était une œuvre d'art. Perché à flanc de montagne dans les Alpes avec des fenêtres panoramiques donnant sur une vallée enneigée, c'était la définition du luxe. Il avait une cheminée en pierre, une cuisine gastronomique, un bain à remous sur la terrasse et un accès à des pistes de ski privées. C'était à couper le souffle, et c'était cher. J'ai passé l'heure suivante avec mes feuilles de calcul budgétaires ouvertes. Je suis économe par nature, et mon travail d'ingénieur en logiciel paie bien. J'avais un fonds discrétionnaire sain que j'allouais habituellement aux investissements ou aux améliorations de la maison. Mais en regardant les photos de ce chalet, j'ai vu un autre type d'investissement, un investissement dans ma famille, un investissement dans mon propre sentiment d'appartenance. Le coût pour une semaine complète, taxes et frais compris, était important. C'était plus qu'un simple cadeau généreux. C'était une déclaration. Une déclaration disant que j'avais réussi, que j'étais généreuse et que je voulais partager ce succès avec eux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai cliqué sur « Réserver maintenant ». L'email de confirmation a fait l'effet d'une décharge d'espoir pur. L'étape suivante consistait à présenter le cadeau. J'ai imprimé une belle brochure que j'avais faite moi-même avec des photos sur papier glacé du chalet et un itinéraire détaillé. J'ai invité mes parents et Camille à dîner, en ne mentionnant délibérément pas Maxime. Je voulais que cela concerne notre noyau familial. Quand je leur ai tendu la brochure, leur réaction était tout ce que j'avais espéré. Les mains de ma mère se sont portées à sa bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Mon père n'arrêtait pas de secouer la tête en disant « Manon, tu n'aurais pas dû. C'est incroyable. » Camille a couiné de plaisir, attrapant mon bras et sautant de haut en bas. Une semaine entière dans un endroit comme celui-ci, Manon, tu es la meilleure sœur du monde. Pendant un moment fugace, je l'ai ressenti, la chaleur, l'appréciation, le sentiment d'être le centre de leur attention positive. Nous avons passé le reste de la soirée à étudier les détails.
Je leur ai dit que je m'étais occupé de tout. Le chalet, la location d'un grand véhicule utilitaire sport confortable pour affronter les routes de montagne, et même des forfaits de ski prépayés pour nous tous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'emballer vos vêtements les plus chauds et d'être prêt à vous détendre, ai-je dit, rayonnante. Il n'y a eu aucune mention de Maxime. J'ai supposé naïvement qu'il comprenait l'esprit du cadeau. C'était pour nous quatre, un retour à nos racines. Dans les semaines précédant le voyage, l'énergie était différente. Ma mère m'appelait juste pour parler de son excitation. Mon père m'envoyait des liens vers des sentiers de randonnée près du chalet. Camille m'envoyait des photos de tenues de ski qu'elle pensait acheter. J'ai senti un optimisme prudent fleurir dans ma poitrine. C'était peut-être ça. Peut-être que ce grand geste était suffisant pour réinitialiser la dynamique. Je me permettais de rêver du voyage, assis près du feu, jouant à des jeux de société, cuisinant un grand repas ensemble dans la cuisine gastronomique, riant alors que mon père essayait de skier pour la première fois en 20 ans. C'étaient les moments familiaux simples et sains dont j'avais envie, le genre qui semblait toujours se produire quand je n'étais pas là. Je me suis jeté dans les derniers préparatifs avec un soin méticuleux. J'ai créé un itinéraire numérique partagé complet avec des numéros de confirmation et des horaires. J'ai réservé le véhicule utilitaire sport de luxe, un modèle assez grand pour nous quatre et tous nos bagages, à mon nom. La politique du chalet était stricte. L'invité principal dont le nom et la carte de crédit figuraient sur la réservation devait être présent à l'enregistrement. J'en ai pris note, un petit détail de responsabilité administrative que j'ai à peine enregistré à l'époque. J'ai même organisé une liste de lecture du rock classique préféré de mon père et de la pop des années 80 préférée de ma mère pour le trajet. Chaque détail était un acte d'amour, une brique dans la fondation du souvenir familial parfait que je cherchais si désespérément à construire. La tromperie était si subtile que je l'ai presque manqué. Une semaine avant notre départ, Camille m'a appelé. Et, alors, tellement excitée pour la semaine prochaine, a-t-elle gazouillé? Petite question. Quelle est la situation pour la nourriture? Maxime est végétarien, alors je pensais juste à ce dont nous aurions besoin pour lui. Je me suis figé, ma main se serrant sur mon téléphone. Pour lui, ai-je demandé, gardant ma voix aussi neutre que possible. Je pensais que c'était juste pour nous quatre. Il y eut une légère pause. Oh, eh bien, oui, bien sûr, a-t-elle dit, sa voix un peu trop enjouée. Je voulais juste dire pour quand nous reviendrons. Il va tellement s'ennuyer sans moi pendant une semaine entière, tu sais. Elle a ri, et moi, voulant la croire, j'ai laissé passer. C'était un signal d'alarme, une petite fissure dans la façade parfaite, mais je l'ai recouverte avec mon propre espoir. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Il ne ferait pas ça. Pas avec un cadeau aussi gros, aussi personnel. Il ne le ferait tout simplement pas. La veille de notre départ prévu, ma mère a envoyé un SMS à notre conversation de groupe familial. J'ai hâte de commencer notre aventure familiale demain. Si fier de toi pour avoir rendu cela possible, Manon. J'ai lu le texte 3 fois, sentant une vague de validation. Mon plan fonctionnait. J'ai fait ma valise, disposant mon pull le plus chaud pour le trajet. Je me suis endormi cette nuit-là avec un sourire sincère et non forcé sur le visage, ignorant complètement que le rêve que j'avais si soigneusement construit était sur le point d'être démoli. L'air du matin était vif et lumineux, le genre de journée d'automne parfaite qui ressemble à une promesse. Je me suis réveillé tôt, bourdonnant d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai revérifié ma valise, je me suis assuré d'avoir le dossier avec toutes les impressions de réservation et j'ai descendu mes sacs. Le plan était de se retrouver chez mes parents à 9 h du matin, de charger le véhicule utilitaire sport de location que je récupérais en chemin et de prendre la route. Je suis entré dans leur salon, mon visage affichant déjà un sourire heureux et plein d'attente. Le sourire a vacillé et est mort sur mes lèvres. La scène devant moi n'était pas celle que j'avais imaginée. Ma mère, Catherine, réorganisait nerveusement les dessous de verre sur la table basse. Mon père, Philippe, regardait intensément par la fenêtre comme s'il était fasciné par le facteur. Camille était assise sur le canapé, regardant ses mains, et à côté d'elle, avec son bras passé nonchalamment autour de ses épaules, se trouvait Maxime. Son sac de sport était près de la porte, juste à côté de celui de ma sœur. Une terreur froide, lourde et écœurante, a commencé à s'accumuler dans mon estomac. Et, ai-je dit, ma voix semblant anormalement forte dans la pièce calme. Je suis là.
J'étais juste sur le point d'aller chercher la voiture. Mon père s'est détourné de la fenêtre, son expression soigneusement neutre. Bonjour, Manon. En fait, à ce sujet, nous devons avoir une petite discussion. Ma mère se tordait les mains. Maintenant, ne t'énerve pas, chérie. Elle a commencé l'introduction classique d'une conversation où l'on s'attendait définitivement à ce que je m'énerve. Il y a juste eu un tout petit changement de plan. J'ai regardé le visage anxieux de ma mère, le stoïcisme de mon père et l'évitement délibéré de mon regard par Camille. Je savais avec une certitude absolue ce qui allait suivre. J'avais l'impression de regarder au ralenti un accident de voiture dans lequel j'étais attaché. Maxime va venir avec nous, dit doucement Camille, ne me regardant toujours pas. Le concert de son groupe a été annulé et il allait être tout seul cette semaine. Je ne pouvais tout simplement pas supporter cette idée. Je l'ai fixé, puis j'ai regardé Maxime, qui m'a offert un sourire faible et apaisant. L'air dans la pièce semblait épais, suffocant. J'avais dépensé des milliers d'euros, versé des semaines d'énergie émotionnelle et de planification dans tout cela, tout ça pour que ce soit détourné par un concert annulé. Le chalet ne peut accueillir que 4 personnes, ai-je déclaré, ma voix plate. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Un fait que j'avais répété plusieurs fois au cours des étapes de planification. Nous savons, chérie. Et c'est la partie délicate, a dit ma mère, s'avançant comme pour apaiser un animal effrayé. Nous en avons discuté hier soir. Eh bien, il n'y a tout simplement aucun moyen que Camille aille sans Maxime. Ils sont inséparables. Et puisque le chalet a cette limite stricte de 4 personnes. Elle laissa sa phrase en suspens, laissant la conclusion dévastatrice flotter dans l'air pour que je la saisisse. Mon père s'éclaircit la gorge, prenant enfin le relais. Manon, tu es tellement indépendante. Tu as ton propre logement, ta propre vie. Tu comprends? C'est une étape importante pour Camille et Maxime, pour leur relation. Nous pensons qu'il est important de soutenir cela. J'ai ressenti une vague de vertige, un sentiment surréaliste de détachement de mon propre corps. S'entendaient-ils parler? Ils utilisaient mon indépendance, la qualité même qu'ils prétendaient admirer, comme une arme contre moi. Ils me disaient que parce que j'étais forte, je n'avais pas besoin d'une place dans ma propre famille. Ma gorge semblait serrée et mes yeux commençaient à piquer. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix tremblant malgré tous mes efforts pour la garder stable. J'ai planifié tout ce voyage. J'ai payé tout ce voyage. C'était mon cadeau à ma famille. Et vous me dites que je n'ai pas le droit d'y aller? Que je suis mise à la porte pour le petit ami de ma sœur depuis 6 mois. Ne sois pas si dramatique, Manon, a claqué Camille, levant enfin les yeux vers moi, son visage un masque d'indignation défensive. Ce n'est pas comme ça. Nous échangerions simplement les semaines si nous le pouvions, mais la réservation est non remboursable. Tu en fais toute une histoire pour rien. Nous te rapporterons un souvenir. Un souvenir? Ils allaient me rapporter un porte-clés bon marché ou une boule à neige d'une vacance que j'avais financée. Une vacance qu'ils m'avaient volée. L'audace pure et simple de la chose était stupéfiante. Ce n'était pas juste un oubli. C'était un acte délibéré d'effacement. Ils en avaient discuté, pesé les options et conclu que j'étais celle qui était sacrifiable. Ma contribution, mes sentiments, ma présence, rien de tout cela ne comptait autant que le désir de Camille de ne pas être séparée de son petit ami. C'est moi qui ai payé pour ça, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Mon nom et surtout, la voiture, le chalet. Et nous apprécions cela tellement, Manon. Vraiment, a dit mon père, son ton condescendant et patient. Pense à cela comme ton cadeau à Camille et Maxime, une façon de montrer ton soutien à son bonheur. Nous te rembourserons ta place quand nous le pourrons. Ma place. Ils avaient quantifié ma place dans la famille et déterminé sa valeur monétaire payable à leur convenance. C'est à ce moment-là que la blessure a caillé en quelque chose d'autre. C'était une colère froide, dure et clarifiante. Les milliers de petites blessures de mon enfance, le télescope, la fête annulée, les disparités financières, tout a fusionné en cette unique blessure géante et béante. Ils n'étaient pas seulement négligents, ils étaient cruels. Ils voyaient ma générosité non pas comme un cadeau à chérir, mais comme une ressource à exploiter. J'ai regardé leurs visages un par un. Ma mère, désespérée pour la paix à tout prix. Mon père,
se cachant derrière un mur de logique défectueuse. Ma sœur irradiant un sentiment de droit si profond que c'en était presque impressionnant. Et Maxime, le catalyseur, ayant l'air mal à l'aise mais ne faisant absolument rien pour s'opposer à la situation monstrueusement injuste qui jouait en sa faveur. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. Les larmes qui avaient menacé de couler se sont retirées, remplacées par une résolution glaciale. Je pouvais crier. Je pouvais pleurer. Je pouvais supplier. J'avais fait toutes ces choses auparavant et cela n'avait jamais rien changé. Cela ne finissait jamais que par me faire étiqueter comme difficile ou trop sensible. Cette fois serait différente. Je leur ai fait un seul signe de tête sec. Bien, ai-je dit. Le mot était un éclat de verre, petit et tranchant. Une vague de soulagement visible a envahi la pièce. Ma mère a souri brillamment. Oh, merci, Manon. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été la plus mature. Nous allons passer un bon moment, a ajouté Camille, sortant déjà son téléphone, sans doute pour publier une photo de leur valise faite. Nous t'enverrons plein de photos. Je n'ai pas dit un autre mot. Je me suis retourné, j'ai marché vers la porte d'entrée et j'ai ramassé ma propre valise. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans le soleil brillant du matin et je l'ai refermé doucement derrière moi, les laissant à leur projet. Alors que je marchais vers ma voiture, je pouvais sentir leur soulagement collectif irradier à travers la porte fermée. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que je m'éclipsais simplement vers ma vie calme et indépendante pour soigner mes sentiments blessés. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que j'allais faire. La personne la plus mature venait de quitter les lieux et elle emportait toutes les vacances avec elle. J'ai réussi à entrer dans ma voiture et à fermer la porte avant que le premier sanglot ne s'échappe. C'était un cri silencieux et déchirant, le genre qui secoue tout votre corps. La trahison était si profonde, si complète, qu'elle ressemblait à un poids physique appuyant sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai posé mon front contre le volant. Le plastique froid contrastait fortement avec mon visage brûlant. Tous les rêves heureux que j'avais faits à propos de cette semaine, les rires, les discussions au coin du feu, le sentiment d'appartenance, s'effondraient en poussière. Ils ne m'avaient pas simplement désinvité. Ils m'avaient jeté. Ils avaient regardé mon cadeau, mon geste d'amour, et l'avaient vu comme rien de plus qu'une transaction, un ensemble de billets qu'ils pouvaient réattribuer à volonté. Pendant quelques longues minutes, je suis resté assise là, noyé dans la douleur. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de Camille. Peux-tu m'envoyer le numéro de confirmation pour la location du véhicule utilitaire sport? Nous partons bientôt. L'audace pure de la chose a envoyé une nouvelle vague de colère à travers moi, si puissante qu'elle a brûlé les larmes. Ils passaient déjà à autre chose, logistique et tout, sans un seul regard en arrière. Ma blessure n'était même pas un ralentisseur pour eux. C'était juste un détail administratif qu'ils supposaient que je gérerais. C'est là que le déclic s'est produit. L'image de tous, maman, papa, Camille et Maxime, s'entassant dans leur berline étroite, suffisants et satisfaits d'eux-mêmes, a flashé dans mon esprit. Ils partaient profiter de vacances de luxe financées par la fille qu'ils venaient de mettre sur le trottoir. Ils comptaient sur ma docilité, sur mon entraînement de toute une vie à être la bonne fille compréhensive. Et à ce moment-là, j'ai décidé que mon entraînement était officiellement terminé. J'ai mis la voiture en marche, mais je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un parc voisin, je me suis garé dans un endroit calme surplombant une mare au canard et j'ai coupé le moteur. La colère n'était plus un gâchis chaud et chaotique. Elle s'était refroidie en quelque chose de concentré et de clair. C'était de la résolution. J'ai sorti mon téléphone, ma main étonnamment stable. Camille voulait le numéro de confirmation pour le véhicule de location. Bien, je m'occuperai de ça en premier. J'ai ouvert l'email de la société de location. Mon nom était en haut. Ma carte de crédit était enregistrée. Je n'étais pas seulement la bienfaitrice. J'étais la seule autorité légale pour tout ce voyage. Un sourire lent et sombre a touché mes lèvres. Ce n'était pas une question de vengeance. Pas vraiment. C'était une question de conséquence. Ils avaient pris la décision de me retirer de l'équation. Alors, j'allais me retirer complètement et entièrement de l'équation. J'ai trouvé le numéro du service client de l'agence de location et j'ai composé le numéro. Un agent joyeux a répondu.
Merci d'avoir appelé Prestige Location Auto. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je dit, ma voix calme et égale. Je dois annuler une réservation pour aujourd'hui. Le nom de famille est le mien, Manon, et le numéro de confirmation est. J'ai lu le numéro de l'email. D'accord, madame. J'ai cette réservation juste ici. Un véhicule utilitaire sport haut de gamme, pris en charge à 10 h du matin. Vous êtes sûr de vouloir annuler? Oui, je suis sûr, ai-je dit. Mes plans ont changé. Très bien, pas de problème. Puisque vous annulez le jour même, il y a de petits frais d'annulation, mais le reste du prépaiement sera remboursé sur votre carte enregistrée. C'est parfaitement bien, ai-je dit. Merci. D'accord, mademoiselle Manon, votre réservation a été annulée. Le véhicule sera remis dans notre inventaire. Passez une bonne journée. Vous aussi, ai-je dit et j'ai raccroché. Un de fait. Je les imaginais arrivant au comptoir, donnant mon nom et le regard confus sur le visage de l'agent. Cette pensée m'a apporté un mince sentiment de satisfaction sombre. Ensuite sur la liste, les forfaits de ski prépayés. C'était facile, fait via le portail en ligne de la station de ski. Je me suis connecté à mon compte, j'ai trouvé la commande pour 4 forfaits tout accès et j'ai cliqué sur le bouton de demande de remboursement. La politique était claire. Remboursement intégral si plus de 24 heures avant la date de début. Un message est apparu. Votre remboursement a été traité et apparaîtra sur votre relevé dans 5 à 7 jours ouvrables. Cliquez sur Terminer. Enfin, l'événement principal, le joyau de la couronne de leur trahison, le chalet des cimes. J'ai regardé l'email de confirmation, les belles photos de l'endroit que j'avais si impatiemment réservé. Celui-ci faisait le plus mal. C'était le cœur du rêve. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro de la société de gestion du chalet. Une voix chaleureuse et professionnelle a répondu. Bonjour, refuge de luxe alpin. Bonjour, ai-je dit. J'ai une réservation avec arrivée aujourd'hui au nom de Manon et je dois faire un changement. Mon cœur battait la chamade maintenant. Cela semblait définitif. Bien sûr, laissez-moi sortir ça pour vous. Oui, je le vois ici. Le chalet des cimes pour cette nuit. Quel genre de changement deviez-vous faire, mademoiselle Manon? Je dois annuler la réservation, ai-je dit, les mots semblant lourds. Il y eut une pause. Oh, je vois. Je suis désolé d'entendre ça. Je dois vous informer que conformément à notre politique de réservation, les annulations dans les 14 jours suivant la date d'arrivée ne sont pas remboursables. Vous perdriez la totalité du montant payé. Je le savais. J'avais lu les petits caractères, et c'était beaucoup d'argent. Mais alors que j'étais assise là, le coût semblait insignifiant comparé au coût de les laisser me marcher dessus une fois de plus. L'argent était déjà dépensé dans mon esprit, un investissement dans un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Maintenant, cela allait être un investissement dans une leçon. Une leçon de respect de soi. Je comprends cela, ai-je dit à l'agent. Je dois quand même annuler. D'accord, madame. Je dois juste vous rappeler une fois de plus qu'aucun remboursement ne sera émis. Je comprends parfaitement, ai-je dit, ma voix ferme. Veuillez procéder à l'annulation. Très bien. J'ai maintenant annulé la réservation numéro 8,675,309. Le chalet des cimes est maintenant disponible pour ces dates. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Une dernière question, en fait, ai-je dit, une pensée me traversant l'esprit. Votre politique stipule que l'invité principal doit être présent à l'enregistrement avec la carte de crédit utilisée pour la réservation. Correct? Oui, c'est correct. C'est une politique de sécurité stricte pour prévenir la fraude. Donc, même si je n'avais pas annulé, si un groupe s'était présenté sans moi et ma carte de crédit, il n'aurait pas pu s'enregistrer de toute façon? C'est exact, madame. La personne dont le nom figure sur la réservation doit absolument être ici. Aucune exception. Merci, ai-je dit. Cela clarifie tout. J'ai raccroché le téléphone et laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. C'était fait. Le voyage entier méticuleusement planifié et exorbitant avait été démantelé en moins de 15 minutes depuis le siège conducteur de ma voiture dans un parc public. Il n'y a pas eu de grande explosion, pas de concours de cris,
juste une série de clics et de conversations calmes et délibérées. C'était un sentiment étrange, un cocktail de perte, de tristesse et d'une montée de puissance féroce et inconnue. J'avais perdu une somme importante d'argent et, selon toute probabilité, le peu de relations qu'il me restait avec ma famille. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. J'avais repris mon pouvoir. J'avais tracé une ligne non pas dans le sable, mais dans la roche solide. J'ai appuyé ma tête contre le siège, regardant les canards glisser sur l'étang. Et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti un sentiment de paix. La tempête arrivait, je le savais. Mais pour l'instant, dans ma petite voiture, il n'y avait qu'un calme profond et satisfaisant. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état de calme surréaliste. La colère et la douleur étaient toujours là, mijotant sous la surface, mais elles étaient recouvertes d'un étrange sentiment de tranquillité. J'avais fait quelque chose pour moi-même, quelque chose de décisif et définitif. Je suis entré dans mon appartement calme, et au lieu de me sentir seul, je me sentais sereine. C'était mon espace, un sanctuaire où je n'étais pas une pensée après coup ou un moyen pour une fin. J'ai fait une théière, je me suis recroquevillé sur mon canapé avec une couverture et j'ai mis un film que je voulais voir. J'étais déterminé à traiter ce jour non pas comme un jour de perte, mais comme le premier jour d'un nouveau chapitre. Mon téléphone, que j'avais placé face contre terre sur la table basse, est resté silencieux pendant les 2 premières heures. Je savais que le trajet jusqu'à l'agence de location de voitures leur prendrait environ 30 minutes. Je les imaginais entrant, Camille envoyant probablement encore des SMS, mon père marchant avec assurance jusqu'au comptoir pour annoncer leur arrivée. La première vibration de mon téléphone est arrivée à 9h48. C'était un SMS de mon père. Papa, chez Prestige, ils disent que la réservation a été annulée. Une confusion. Peux-tu les appeler? J'ai lu le message et j'ai pris une gorgée de mon thé. Je n'ai pas répondu. Je pouvais imaginer la scène parfaitement. La confiance initiale se transformant en agacement. Ma mère deviendrait nerveuse. Camille se plaindrait du retard. 10 minutes plus tard, une autre vibration. Cette fois de ma mère. Maman, Manon, appelle ton père. L'homme au comptoir n'est pas très serviable. Il dit que tu as annulé la voiture. S'il te plaît, arrange ça. S'il te plaît, arrange ça. Les 3 petits mots qui avaient défini mon rôle dans la famille aussi loin que je m'en souvienne. Quelque chose ne va pas, Manon. S'il te plaît, arrange ça. J'ai fixé le message, un sentiment de vide dans ma poitrine. Il ne demandait pas ce qui s'était passé. Il ne s'inquiétait pas que je puisse être contrarié. Il voyait juste un problème et s'attendait à ce que je sois la solution. J'ai ignoré le SMS. Encore 15 minutes passèrent. Une rafale de messages arriva. Camille, Manon, qu'est-ce que tu as fait? On ne peut pas avoir le véhicule. Maintenant, on doit prendre notre voiture et ça va être super étroit avec toutes nos affaires et la guitare de Maxime. C'est tellement énervant. Appelle-moi. Papa, Manon, je ne joue pas à des jeux. Ta sœur est contrariée. Réponds à ton téléphone. Maman, chérie, s'il te plaît, on va être en retard. Dis-nous juste ce qui s'est passé. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Le bourdonnement constant commençait à effriter ma paix retrouvée. Ils avaient pris leur décision. Ils conduisaient maintenant vers les montagnes, un voyage de 4 heures dans leur petite voiture. Agacé et mal à l'aise, mais toujours totalement inconscient de la véritable ampleur de la situation. Ils pensaient que la voiture annulée était le problème principal, un hoquet frustrant causé par mon comportement dramatique. Ils n'avaient aucune idée que c'était juste l'apéritif. J'ai passé les heures suivantes à essayer de me distraire. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai répondu aux emails professionnels. J'ai arrosé mes plantes. Mais une partie de mon cerveau était une horloge qui tournait, suivant leur trajet. À 14h30, j'estimais qu'ils arriveraient à la station, fatigués et grincheux à cause du trajet étroit, mais excités de voir enfin le magnifique chalet. Je me suis préparé. À 14h41, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant de mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une seconde plus tard, un appel de ma mère. Je l'ai ignoré. Puis Camille a ignoré. Puis une série de SMS a commencé, chacun plus frénétique que le dernier. Papa, qu'est-ce qui se passe?
La direction du chalet dit que notre réservation est annulée. Ils disent que tu as perdu tout l'argent. C'est une blague, n'est-ce pas? Maman, Manon, ce n'est pas drôle. Nous sommes debout ici dans le hall et ils ne veulent pas nous donner de clés. Ils ont dit que tu avais appelé ce matin. Pourquoi ferais-tu ça? Tu as tout gâché. Camille, je ne peux pas te croire. Nous avons conduit jusqu'ici. Il n'y a pas d'autre chalet disponible. Toute la station est réservée. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. Puis vint un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Inconnu, c'est Maxime. Camille pleure. Ses parents paniquent. Tu dois les appeler et arranger ça tout de suite. C'est complètement dingue. Le sentiment de droit pur et simple était époustouflant. Lui, la raison même pour laquelle je n'étais pas sur ce voyage, m'ordonnait maintenant de réparer les conséquences de la situation dont il avait bénéficié. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. J'ai écouté le premier de mon père par curiosité morbide. Sa voix tremblait de rage. Manon, je ne sais pas quel genre de coup tu penses jouer, mais tu es allé trop loin. Tu as embarrassé cette famille. Tu nous as bloqués au milieu de nulle part. Tout cet argent juste parti parce que tu ne pouvais pas supporter de ne pas obtenir ce que tu voulais pour une fois. Tu vas me rappeler immédiatement. Immédiatement. J'ai supprimé le message vocal sans écouter la fin. Le récit était déjà écrit dans leur esprit. J'étais la méchante. J'étais l'enfant égoïste et dramatique qui faisait une colère et gâchait le plaisir de tout le monde. Il n'y avait aucune lueur de conscience de soi, aucun soupçon que leurs propres actions avaient été le catalyseur de tout. Ils ne m'avaient pas seulement poussé dehors. Ils m'avaient poussé d'une falaise et étaient maintenant furieux que je n'ai pas magiquement fait pousser des ailes pour remonter et les sauver. Le téléphone continuait de s'allumer, un phare implacable de leur panique et de leur fureur. Je le regardais en me sentant étrangement détaché. C'était comme regarder une tempête faire rage derrière une vitre épaisse. Le chaos était le leur. Le drame était le leur. Les conséquences étaient les leurs. Pour la première fois, leurs problèmes n'étaient pas les miens. Je ne me sentais pas heureuse, pas exactement, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Je me sentais libre. J'ai pris mon téléphone, non pas pour les rappeler, mais pour bloquer leur numéro. Papa, maman, Camille, Maxime. Un par un, j'ai coupé la connexion. Le barrage de notifications s'est arrêté. Mon appartement est redevenu silencieux, et le calme était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Pendant 2 jours, j'ai vécu dans une bulle de silence bienheureux. Bloquer leur numéro était comme fermer une porte sur un ouragan. La pression constante, le bourdonnement de fond d'attente et de déception qui avait été la bande sonore de ma vie avait disparu. J'ai travaillé de chez moi. J'ai commandé ma nourriture préférée. J'ai repris contact avec des amis que je négligeais. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enlevé un manteau lourd que je ne réalisais pas que je portais. Mais je savais que la bulle ne pouvait pas durer éternellement. Le silence was une paix artificielle, et la vraie confrontation était encore à venir. Elle est arrivée le 3e jour via un email de ma mère avec pour objet « Il faut qu'on parle ». Mon cœur martelait contre mes côtes alors que je l'ouvrais. L'email était court et étonnamment modéré. Manon, nous sommes rentrés à la maison. Nous avons trouvé un motel pour 2 nuits et sommes rentrés hier. Cela a été un désastre. Je sais que tu es en colère, mais nous sommes ta famille. S'il te plaît, débloque-moi. Je dois te parler. Une partie de moi, la vieille partie conditionnée, a ressenti un pincement de culpabilité. Je les imaginais dans un motel miteux, bien loin du chalet de luxe auquel ils s'attendaient. Mais ensuite, je me suis souvenu de la raison pour laquelle ils étaient là. Je me suis souvenu de la cruauté désinvolte dans leur voix, du geste dédaigneux de leurs mains alors qu'ils m'effaçaient de mon propre cadeau. J'ai pris quelques grandes inspirations, je me suis stabilisé et j'ai décidé que j'étais prête à les affronter, mais selon mes propres termes. J'ai débloqué le numéro de ma mère et envoyé un simple SMS. Tu peux m'appeler. Mon téléphone a sonné moins d'1 minute plus tard. J'ai pris une dernière inspiration fortifiante et j'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur. Manon, oh, Dieu merci. La voix de ma mère était tendue, épuisée. Je suis là, ai-je dit doucement. Ce que tu as fait c'était la chose la plus cruelle que l'on m'ait jamais faite, a-t-elle commencé,
sa voix déjà épaisse d'émotion. À nous. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père résonner en arrière-plan. Cruel, c'était vindicatif. C'était enfantin. As-tu une idée de combien d'argent tu as jeté par les fenêtres? Comment tu nous as humiliés? Nous avons dû rentrer à la maison dans la disgrâce. La voix de Camille a rejoint le cœur, perçante et accusatrice. Maxime pense que notre famille est folle maintenant. J'espère que tu es heureuse. Tu as gâché ma relation. L'agression verbale était exactement ce à quoi je m'attendais. Les trois, un front uni d'indignation, prêts à rejeter la faute directement sur moi. Dans le passé, je me serais effondré. Je me serais excusé, j'aurais essayé de m'expliquer et j'aurais fini par assumer la responsabilité de leurs sentiments. Mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé. J'ai attendu que leur salve initiale s'essouffle. Quand il y a eu une pause, j'ai parlé, ma voix dénuée de l'émotion qui faisait rage en moi. Je n'ai pas jeté l'argent par les fenêtres. J'ai considéré cela comme le prix d'une leçon, une leçon très chère mais nécessaire. Une leçon, a raillé mon père. Quelle leçon? Comment être une enfant gâtée? Non, ai-je dit, ma voix gagnant en force. Une leçon pour moi. J'ai enfin appris que ma place dans cette famille est conditionnelle. J'ai appris que ma valeur se mesure à ce que je peux fournir et que mes sentiments sont considérés comme un inconvénient. Vous ne m'avez pas simplement demandé de céder ma place pour un voyage. Vous avez pris la décision calculée qu'un homme que vous connaissez depuis 6 mois était plus important que votre propre fille et sœur. Vous avez pris un cadeau que je vous ai donné, un cadeau qui venait de mon cœur et de mon travail acharné. Et vous m'avez dit que je n'étais pas la bienvenue pour en faire partie. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a insisté ma mère. Nous essayons juste de rendre tout le monde heureux. Tu es si rigide, Manon. Tu ne sais jamais comment simplement suivre le courant. Suivre le courant, ai-je répété, un rire sans humour s'échappant de mes lèvres. Toute ma vie, j'ai suivi le courant. Votre courant. Le courant de Camille. J'ai suivi le courant quand mon cadeau de 10e anniversaire a été donné à ma sœur. J'ai suivi le courant quand ma fête de remise de diplôme a été annulée pour un cours de poterie. Je suis le courant depuis 28 ans, et le courant m'a toujours entraîné vers le fond pendant qu'il portait Camille. Cette fois, j'ai décidé de sortir de l'eau. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je ne leur avais jamais parlé comme ça auparavant, sans larmes, sans supplications, juste avec des faits froids et durs. Le voyage a été réservé à mon nom, ai-je continué, pressant mon avantage. La voiture était à mon nom. La politique du chalet stipulait explicitement que l'invité principal, moi, devait être présent à l'enregistrement. Même si je n'avais rien fait, vous auriez été refoulé. Mais c'est hors de propos. Le voyage dans mon esprit était une expérience familiale. Quand vous m'avez dit que je ne faisais plus partie de cette expérience familiale, le voyage a cessé d'exister. Vous ne pouvez pas avoir un cadeau sans celui qui l'offre. Vous ne pouvez pas prendre le cadeau et jeter la personne qui vous l'a offert à la poubelle. Alors, tu as juste décidé de nous punir, à jeun Camille. Ce n'était pas une punition, ai-je dit. Et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. C'était une conséquence. C'était le résultat naturel de vos actions. Vous m'avez traité comme si je ne comptais pas. Alors, j'ai retiré le moi que vous ne sembliez pas vouloir voir. Et il se trouve que ce moi était attaché à la voiture, au chalet et au forfait de ski. Vous ne vouliez pas de moi, donc vous n'avez pas eu mes affaires. C'est en fait très simple. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Je ne comprends pas comment tu peux être si froide, Manon. Nous sommes ta famille. Vous êtes ma famille, ai-je reconnu, et une vague de tristesse m'a envahi. Et je vous aime, mais je n'aime pas la façon dont vous me traitez. Je n'aime pas être le plan de secours fiable et sensé. Et je ne serai plus cette personne. Je ne vais pas arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Ce qui est fait est fait. Alors quoi maintenant, a demandé mon père, sa voix basse et vaincue. Maintenant, j'ai besoin d'espace, ai-je dit, les mots semblant à la fois terrifiants et libérateurs. Beaucoup d'espace. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis sans essayer constamment de gagner ma place à votre table. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de mail. Quand et si vous êtes prêt à avoir une conversation où vous comprenez et assumez la responsabilité de votre part dans tout cela,
je serai peut-être prête à écouter. Mais d'ici là, nous n'avons plus rien à dire. Avant qu'il ne puisse répondre, avant que ma résolution ne puisse vaciller, j'ai mis fin à l'appel. Ma main tremblait, mais mon cœur semblait stable. L'ouragan avait frappé, et j'étais toujours debout. Les fondations de mon ancienne vie étaient en ruine. Mais pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un sol solide sous mes pieds. Un sol que j'avais revendiqué rien que pour moi. Les semaines qui ont suivi la confrontation ont été parmi les plus étranges de ma vie. Le silence de ma famille était absolu. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail. Au début, c'était troublant. Chaque vibration de mon téléphone me nouait l'estomac, anticipant une nouvelle vague de colère ou une supplication chargée de culpabilité. Mais alors que les jours se transformaient en une semaine, puis deux, le silence a commencé à ressembler moins à une absence et plus à une présence, la présence de la paix. L'énergie mentale que j'avais toujours réservée à la navigation dans la dynamique de ma famille, à anticiper les besoins de Camille, à gérer les attentes de mes parents, à ravaler mes propres déceptions, était soudainement libre. C'était comme si j'avais exécuté une douzaine de programmes gourmands en ressources en arrière-plan de mon esprit pendant toute ma vie. Et je les avais enfin tous fermés miséricordieusement. J'ai versé cette énergie retrouvée en moi-même. J'ai entrepris un nouveau projet stimulant au travail que j'aurais auparavant évité, craignant qu'il ne prenne trop de temps sur les obligations familiales potentielles. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, explorant les sentiers autour de ma ville. J'ai repris contact avec de vieux amis, ceux qui s'étaient lentement éloignés parce que j'étais si souvent occupé avec la famille. J'ai pris un café avec une amie qui, après avoir écouté toute l'histoire, m'a regardé et a dit « Il était temps, Manon. Nous attendions que tu te choisisses toi-même. » Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation. D'autres personnes l'avaient vu depuis le début. J'étais la seule à avoir refusé d'ouvrir les yeux. Environ un mois après l'incident, j'ai reçu un appel d'une cousine, la fille de ma tante, avec qui j'étais amicale. « Et, Manon, dit-elle timidement. Je viens aux nouvelles. Les choses semblent intenses par là-bas. » On peut dire ça, ai-je répondu avec un rire sec. Ouais, ma mère s'est fait passer un savon par ta mère, a-t-elle dit. Il raconte à tout le monde que tu as eu une crise massive et non provoquée et que tu as saboté les vacances familiales par jalousie envers Camille et Maxime. J'ai ressenti un éclair de l'ancienne colère, l'injustice de leur récit tordu. Bien sûr, c'est l'histoire, ai-je soupiré. Ne t'inquiète pas, ajouta rapidement ma cousine. Aucun de nous n'y croit. Nous avons tous vu le spectacle de Camille depuis des années. Honnêtement, la plupart de la famille t'offre secrètement une ovation debout. Mon père a dit, tant mieux pour elle. Ils ont dû lui emprunter de l'argent pour payer le motel et l'essence pour rentrer à la maison. Au fait, ils étaient dans un état lamentable. Entendre cela offrait une étrange sorte de validation. Il ne s'agissait pas de leur souffrance, mais du fait que les conséquences étaient réelles et visibles pour les autres. Leurs actions avaient un coût, non seulement pour moi, mais pour leurs propres finances et leur réputation au sein de la famille élargie. Ils ne pouvaient pas s'en sortir par une pirouette aussi facilement qu'ils le pensaient. Le véritable tournant pour moi est survenu un samedi après-midi pluvieux. Je nettoyais un placard et j'ai trouvé un vieil album photo. Je l'ai feuilleté, voyant photo après photo de ma famille. J'étais là à 7 ans, me tenant légèrement à l'écart de mes parents qui s'extasiaient devant une Camille de 2 ans. J'étais là à 16 ans avec mon bras dans un plâtre à la suite d'une blessure sportive, regardant Camille souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire. Page après page racontait la même histoire, une histoire que j'avais vécue mais que je n'avais jamais complètement lue. Je me suis arrêté sur une photo d'il y a quelques années. C'était Noël. Mes parents venaient d'ouvrir mon cadeau pour eux, une nouvelle machine à café chère qu'ils voulaient. Ils souriaient poliment à l'appareil photo. À côté d'eux, Camille tenait son cadeau de leur part, un sac à main de créateur, et son sourire était authentique, extatique. À ce moment-là, en regardant la photographie, j'ai ressenti un pincement de tristesse, non pas pour moi-même, mais pour eux. Je me sentais triste pour la famille que nous aurions pu être si leur amour n'avait pas été si déséquilibré. J'avais pitié de mes parents qui étaient si aveuglés par leur favoritisme qu'ils ne pouvaient pas voir qu'ils repoussaient une fille et j'ai ressenti une lueur de pitié pour Camille qui avait été si choyée qu'elle n'avait aucune notion de responsabilité ou de gratitude sincère. J'ai fermé l'album. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais juste arrivé au bout. Le besoin de leur approbation,
le désir désespéré d'être vu et valorisé par eux s'était finalement dissous. Ce n'était pas mon travail de les réparer ou de leur faire comprendre. Mon travail était de me sauver moi-même et je l'avais fait. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec ma famille. Peut-être qu'un jour, ils réfléchiront sincèrement à ce qui s'est passé et tendront la main avec de vraies excuses. Peut-être qu'ils ne le feront pas. Mais pour la première fois, l'une ou l'autre issue semble acceptable. Mon bonheur ne dépend plus de leur validation. Je planifie mon propre voyage pour le printemps prochain. Une aventure en solo dans un endroit que j'ai toujours voulu voir. Je le réserverai à mon nom, je le paierai avec mon propre argent et je serai la seule invitée. Ma place est garantie. Le karma qui a frappé ma famille au moment où je suis parti n'était pas surnaturel. Ce n'était pas un éclair d'un univers vengeur. Le karma, c'était simplement moi. C'était moi reconnaissant enfin ma propre valeur et refusant calmement et tranquillement d'être dévalorisé plus longtemps. Ils n'ont pas seulement perdu des vacances. Ils ont perdu leur filet de sécurité, leur réparatrice, leur paillasson émotionnel. Et moi, à mon tour, j'ai trouvé ma liberté. Alors, je dois demander à la communauté Reddit, avais-je tort d'annuler le voyage et de les laisser faire face aux conséquences, ou était-ce le seul moyen de leur faire enfin comprendre? Je me sens en paix avec ma décision, mais une petite partie de moi se demande encore. Qu'auriez-vous fait? Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, peut-être que cela a soulevé de nouvelles questions dans votre esprit. Chaque jour sur Reddit, de nouvelles expériences et de nouveaux moments créent de nouvelles histoires. Nous sommes tous humains. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à la partager. Merci pour votre temps et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert pour d'autres histoires à venir bientôt.